Je m'appelle Amandine Morel et j'ai 28 ans. Il y a 6 mois, j'ai pris un vol de Marseille à Paris pour le grand jour de ma sœur, Victoire. En arrivant sur les lieux et en donnant mon nom, le personnel a semblé perplexe. Ils ont parcouru la liste des invités une fois, 2 fois, puis m'ont regardé avec une pointe de pitié. Je suis désolée, mademoiselle, mais votre nom n'est pas ici. J'ai appelé ma sœur pour lui demander ce qu'il en était. Elle a ricané au bout du fil. Tu pensais vraiment être invitée ? Alors, je suis partie sans faire de bruit. J'ai simplement déposé un cadeau sur la table, une petite boîte en argent. Quelques heures plus tard, quand Victoire l'a ouverte devant 400 invités, elle a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, et depuis, elle n'arrête pas de m'appeler. Mais je n'ai jamais répondu. Pour comprendre pourquoi ce cadeau a détruit tout ce que ma sœur avait construit, je dois vous ramener à l'époque où j'ai réalisé pour la première fois que je n'avais jamais vraiment fait partie de cette famille. J'ai grandi dans un hôtel particulier de 3 étages dans le 16e arrondissement de Paris. De l'extérieur, nous ressemblions à la famille idéale, riche, respectée, le genre de personnes qui passent leurs étés à l'île de Ré et font des dons aux bonnes œuvres. Mais à l'intérieur de ces murs, il y avait 2 filles et une seule qui comptait vraiment. Victoire avait 3 ans de plus que moi. Elle avait la plus grande chambre, les vêtements de créateur, les cours de piano, les récitals de danse auxquels nos parents assistaient systématiquement. Moi, j'avais les vêtements d'occasion et le silence. C'est le jour de mes 10 ans que j'ai enfin compris ma place dans cette famille. Je comptais les jours depuis des semaines. Passer au chiffre double me semblait crucial. J'imaginais des ballons, un gâteau avec mon prénom, peut-être même une fête comme celle que Victoire avait eue, celle avec le poney, le traiteur de luxe et 40 camarades de classe. Ce matin-là, je me suis réveillée tôt et j'ai couru en bas. La cuisine était déserte. Ma mère était au téléphone, organisant le prochain gala de charité de Victoire. Mon père était déjà parti au bureau. Aucun des deux n'a levé les yeux quand je suis entrée. Maman, j'ai dit, c'est mon anniversaire. Elle a couvert le combiné. Je sais, ma puce, on fera quelque chose plus tard. Ils n'ont jamais rien fait. Mais ce soir-là, on a frappé à la porte de ma chambre. C'était grand-mère Éléonore, la mère de mon père, tenant une petite boîte emballée. Joyeux anniversaire, ma chérie, dit-elle en s'asseyant sur le bord de mon lit. À l'intérieur se trouvait un appareil photo, pas un jouet, un vrai, avec une lanière en cuir et un boîtier argenté qui pesait lourd dans mes petites mains. Tu as un œil d'artiste, mon enfant. Elle a touché ma joue. Un jour, le monde verra ce que je vois en toi. Je ne le savais pas encore, mais cet appareil allait changer toute ma vie. Et grand-mère Éléonore savait exactement ce qu'elle était en train de semer. 8 ans plus tard, j'ai obtenu mon baccalauréat avec les félicitations du jury et une bourse complète pour l'École nationale supérieure des beaux-arts, l'un des meilleurs programmes d'art du pays. J'ai pensé que mes parents allaient enfin me remarquer. La cérémonie de remise des diplômes avait lieu un samedi après-midi. J'avais été choisie pour prononcer un court discours sur la poursuite de sa passion. Je m'étais entraînée pendant des semaines, imaginant le sourire fier de ma mère et la poignée de main ferme de mon père. Le matin de la cérémonie, je suis descendue vêtue de ma robe de diplômée. Victoire était à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone. Mes parents étaient penchés sur l'ordinateur de mon père. La cérémonie commence à 14 heures, ai-je dit. Nous devrions partir à 13 heures pour avoir de bonnes places. Ma mère n'a pas levé les yeux. Ma chérie, on a eu un imprévu. Comment ça, un imprévu ? Mon père a enfin jeté un regard vers moi. Victoire a un événement de réseautage avec la banque Rothschild. C'est une opportunité immense pour sa carrière. On ne peut pas rater ça. Je suis restée là, dans ma robe de cérémonie, serrant mes notes de discours contre moi. Mais c'est ma remise de diplôme. La photographie n'est pas une vraie carrière, Amandine. La voix de mon père était monocorde. Tu devrais peut-être envisager une école de commerce comme ta sœur. Victoire a eu un petit sourire en coin mais n'a rien dit. Je suis allée à cette cérémonie seule. J'ai prononcé mon discours devant une salle remplie d'inconnus.
et quand ils ont appelé mon nom pour recevoir mon diplôme, j'ai regardé le public et je n'ai vu qu'un seul visage familier. Grand-mère Éléonore. Au premier rang, applaudissant plus fort que tout le monde. Après, elle a pris mes mains dans les siennes. Souviens-toi, ma chérie, a-t-elle chuchoté. Les plus grands trésors ne sont pas toujours ceux pour lesquels les gens se battent. Parfois, ce sont ceux que l'on transmet en silence. Je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire sur le moment. Mais je finis par comprendre. Des années plus tard, debout devant le mariage de ma sœur avec une boîte argentée à la main, j'allais tout comprendre. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai fait 2 valises et j'ai acheté un aller simple pour Marseille. Je n'ai pas dit au revoir. Il n'y avait personne à qui le dire. Pendant les 10 années suivantes, j'ai construit ma vie dans le silence. J'ai commencé comme assistante pour un photographe de mariage, portant le matériel et réglant les éclairages. J'ai appris tout ce que je pouvais. J'ai économisé chaque centime. Et lentement, client après client, j'ai construit quelque chose qui m'appartenait. Ma famille ne me posait jamais de questions sur mon travail. Pour eux, j'étais toujours Amandine qui prend des photos d'inconnus. Victoire m'appelait de temps en temps, non pas pour prendre de mes nouvelles, mais pour me tenir au courant de ses exploits. Directrice marketing à 29 ans, bureau d'angle, fiancée à un gestionnaire de fonds spéculatifs. Chaque conversation était une performance et j'étais son seul public. Je viens de boucler une campagne à 7 chiffres, m'a-t-elle dit un soir. Et toi? Toujours avec tes petites séances photos? J'étais assise dans mon bureau à ce moment-là, celui avec des baies vitrées donnant sur le vieux port de Marseille. Celui avec des prises accrochées au mur et une liste de clients qui lui feraient tourner la tête. Je m'en sors bien, Victoire. Félicitations pour ta campagne. Merci. Maman et papa m'organisent un dîner de célébration la semaine prochaine. Évidemment, tu n'es pas invité. C'est juste la famille proche. J'ai laissé ces mots résonner. La famille proche. Bien sûr, j'ai répondu, passé un excellent moment. J'ai raccroché et j'ai regardé autour de moi. Studio Horizon, mon entreprise, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. Des clients célèbres, des parutions dans les magazines, une équipe de 12 personnes. Victoire n'en avait aucune idée. Aucun d'entre eux ne savait. Et pendant longtemps, je me suis dit que je m'en fichais. Je me disais que leur approbation n'avait plus d'importance. Mais quand grand-mère Éléonore est décédée, tout a changé. L'appel est arrivé un mardi matin. J'étais en train d'examiner des contrats quand mon téléphone a sonné. Un numéro de Paris que je ne connaissais pas. Mademoiselle Morel, ici Maître Lefebvre, le notaire de votre grand-mère. J'ai le regret de vous informer qu'Éléonore de Vigny est décédée la nuit dernière. Le monde s'est arrêté. Grand-mère Éléonore avait 82 ans. Elle déclinait depuis des années, mais j'avais toujours pensé qu'il y aurait plus de temps. Une visite de plus, un appel de plus, une dernière chance de lui dire à quel point elle comptait pour moi. J'ai pris un vol pour Paris le jour même. Les obsèques ont eu lieu à l'église de la Madeleine, remplie de centaines de personnes dont elle avait touché la vie. Grand-mère Éléonore avait été une mécène éminente des arts. Elle avait financé des galeries, des bourses, des artistes émergents. Elle croyait en la beauté et en ceux qui la créaient. J'étais assise au 3e rang, seule. Mes parents étaient devant, recevant les condoléances. Victoire se tenait à leur côté dans une robe de créateur noir, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Mais j'ai remarqué quelque chose. Entre 2 accolades de sympathie, Victoire jetait des regards à ma mère, et ma mère jetait des regards à mon père. Ils chuchotaient à propos de quelque chose. La collection de bijoux, j'ai entendu Victoire dire. Tu as parlé au notaire pour savoir quand nous pourrons. Pas ici. A sifflé ma mère. Nous en discuterons après. J'ai fixé le cercueil de ma grand-mère pendant que ma famille comptait ses possessions comme un inventaire. Elle méritait mieux. Nous méritions tous mieux. Après la cérémonie, alors que les gens sortaient, une main a touché mon épaule. Maître Lefebvre, le notaire aux cheveux gris et au regard bienveillant.
Mademoiselle Morel, dit-il doucement. Pourriez-vous rester un instant? Il y a quelque chose que votre grand-mère voulait que vous ayez. Mon cœur s'est serré. Bien sûr. Je n'avais aucune idée que ce qu'il s'apprêtait à me montrer allait tout changer. Maître Lefebvre m'a conduite dans un petit bureau à l'arrière de l'église. Il a fermé la porte et s'est assis en face de moi, une enveloppe Kraft à la main. Votre grand-mère est venue me voir il y a 2 ans, commença-t-il. Ses volontés étaient très précises. Ce que je vais vous montrer est distinct de son testament public. Il a fait glisser l'enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvaient 2 documents et une lettre. Le premier document était un avenant notarié à sa succession. J'ai lu les mots 3 fois avant qu'ils ne fassent sens. La collection de bijoux de la famille de Vigny. Sa collection entière, estimée à 2,3 millions d'euros, était à moi. Pas à Victoire. Pas à ma mère. À moi. Mes mains tremblaient en ouvrant la lettre. Ma très chère Amandine, si tu lis ceci, c'est que je suis partie. Mais je veux que tu comprennes pourquoi j'ai fait ce choix. Victoire voit ses bijoux comme des trophées, des symboles de statut à exposer et à envier. Mais toi, ma chérie, tu vois leur histoire, leur âme. Tu comprends que la beauté n'est pas une question de possession, mais de préservation. Ta mère et ta sœur seront en colère. Elles diront que j'ai fait une erreur. Mais je t'ai vue devenir une femme remarquable, même quand personne d'autre ne te regardait. Ces pièces appartiennent à quelqu'un qui saura les honorer. Elles t'appartiennent. Avec tout mon amour, grand-mère Éléonore. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine, les larmes coulant sur mon visage. Il y a une chose de plus, dit doucement maître Lefebvre. Votre grand-mère a demandé que cela reste confidentiel jusqu'à ce que vous décidiez du moment opportun pour le révéler. J'ai hoché la tête, incapable de parler. J'ai rangé les documents dans mon sac et je suis sortie de cette église avec un secret qui allait rester dans mon cœur pendant 6 mois. Je ne savais pas encore que je l'utiliserais au mariage de ma sœur. 3 mois après les funérailles, j'ai appris la nouvelle. Victoire était fiancée. Marc-Antoine de Varenne, de la vieille noblesse provinciale. Sa famille possédait la moitié de l'immobilier commercial du Grand Ouest. C'était le genre d'union dont mes parents avaient toujours rêvé, la fortune épousant la fortune, le statut cimentant le statut. Le mariage aurait lieu à l'hôtel Ritz à Paris. 400 invités, un budget à 6 chiffres, chaque détail planifié à la perfection. J'ai attendu mon invitation. Les semaines ont passé. Rien. Je vérifiais ma boîte aux lettres tous les jours. Je rafraîchissais mes emails sans cesse. Je me disais qu'il devait y avoir un retard. Que sûrement, ma propre sœur n'oserait pas. Finalement, j'ai appelé ma mère. Maman, je n'ai pas encore reçu mon invitation pour le mariage de Victoire. Dois-je confirmer directement auprès d'elle ou? Il y eut un long-silence. Amandine. La voix de ma mère était prudente. Victoire voulait que je t'en parle. Mon cœur a sombré. C'est juste que le mariage est très intime. Victoire a pensé qu'il serait préférable que tu n'y assistes pas. Intime? J'ai failli rire. J'ai vu sur son Instagram qu'il y a 400 invités. Un autre silence. Tu sais comment tu peux être dans ce genre d'événement. Mal à l'aise. On ne veut pas que quoi que ce soit vienne distraire Victoire en ce jour. Je suis restée silencieuse, le téléphone pressé contre l'oreille. Je vois, ai-je fini par dire. Merci de m'avoir prévenue, maman. J'ai raccroché. Ce soir-là, j'ai parcouru les réseaux sociaux de Victoire, des photos de ses essayages de robes, de sa fête de fiançailles, de sa liste de mariage chez Cartier, des commentaires de centaines de personnes la félicitant. 400 invités, mais pas une seule place pour sa propre sœur. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment. Puis j'ai pris ma décision. J'ai réservé mon vol 3 jours avant le mariage. Marseille-Paris. Elle est simple. Je ne l'ai dit à personne. Je n'ai demandé aucune permission. J'ai simplement préparé un petit sac et l'unique chose que je devais apporter, un cadeau.
Il était posé sur mon comptoir de cuisine dans une boîte argentée avec un ruban blanc, assez petite pour tenir dans mon sac à main, assez légère pour qu'on ne puisse jamais deviner ce qu'il y avait à l'intérieur. La nuit précédant mon vol, je n'ai pas pu dormir. Je me demandais sans cesse si je faisais la bonne chose. Une partie de moi voulait rester à la maison, se protéger d'un autre rejet, prétendre que je m'en fichais. Mais je m'en fichais, c'était bien là le problème. Pendant 28 ans, j'avais été invisible pour ma famille. J'avais accepté leur mépris, leur favoritisme, leur cruauté ordinaire. J'avais construit une vie à des centaines de kilomètres et je m'étais dit que c'était suffisant. Ça ne l'était pas. Je ne m'envolais pas pour Paris par vengeance. Je n'allais pas faire d'esclandre ou gâcher la journée de Victoire. Je voulais juste faire une chose. Je voulais donner un cadeau de mariage à ma sœur. Je voulais être vue, juste une fois, comme quelqu'un qui existe. À 6 heures du matin, j'ai mis une robe bleu marine simple, appliqué mon rouge à lèvres et je me suis regardée dans le miroir. Tu peux le faire, ai-je chuchoté. J'ai pris la boîte argentée et je l'ai glissée dans mon sac. Je ne savais pas ce qui se passerait quand Victoire l'ouvrirait. Je ne savais pas si cela changerait quelque chose ou rien du tout, mais je savais que je ne pouvais pas garder ce secret éternellement. Certaines vérités doivent éclater, et grand-mère Éléonore m'avait fait confiance pour trouver le bon moment. Alors que mon avion décollait de Marignane, j'ai réalisé que le moment était enfin venu. L'hôtel Ritz était tout ce à quoi je m'attendais, et plus encore. Lustre en cristal, sol en marbre, d'énormes compositions florales dans le hall qui coûtaient probablement plus cher que le loyer annuel de la plupart des gens. Un quatuor à cordes jouait doucement près de l'entrée pendant que des invités en robe de créateur et costumes sur mesure affluaient vers la salle de bal. Je me tenais à l'écart, serrant ma boîte argentée. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. J'ai lissé ma robe, vieux rose, modeste, élégante, et je me suis dirigée vers la table de réception. 2 jeunes femmes en noir étaient assises derrière une liste d'invités qui ressemblait à un petit roman. « Bonjour », j'ai dit. « Je viens pour le mariage Morel de Varennes. »« Bien sûr. »« Votre nom, s'il vous plaît ?»« Amandine Morel. »« Je suis la sœur de la mariée. » La femme a souri et a cherché sur sa liste. Son doigt a parcouru les M 1 fois, 2 fois, 3 fois. Son sourire s'est effacé. « Je suis désolée, mademoiselle. Votre nom n'est pas sur la liste. Pourriez-vous vérifier à nouveau ? Morel. Elle a feuilleté plusieurs pages. L'autre réceptionniste s'est penchée pour l'aider. Il y a un Jean-Pierre Morel, dit-elle. Une Patricia Morel, une Victoire Morel, bientôt de Varennes. Mais elle m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la pitié. Non, pas d'Amandine. Les portes de la salle de bal étaient ouvertes derrière elle. Je pouvais voir les nappes blanches, les centres de table imposants, des centaines de personnes riant et buvant du champagne. 400 invités. Mais mon nom n'était pas sur la liste. La réceptionniste a semblé mal à l'aise. Mademoiselle, y a-t-il quelqu'un que je puisse appeler pour vous ? Non, ai-je dit doucement. Ce n'est pas grave. Je vais m'en occuper moi-même. Je me suis éloignée de la table et j'ai sorti mon téléphone. Mes mains étaient stables alors que je composais le numéro de Victoire. Ça a sonné 1 fois, 2 fois, puis ma sœur a décroché. Allô ? La voix de Victoire était sèche, impatiente. Derrière elle, j'entendais le brouhaha du cocktail. Le tintement des verres, la musique, les rires. Victoire, c'est Amandine. Un silence, puis un soupir. Qu'est-ce que tu veux ? Je suis un peu occupée. Je suis à l'hôtel. Mon nom n'est pas sur la liste des invités. Silence. J'ai attendu. Je sais, finit-elle par dire. C'est parce que tu n'as pas été invité. Même si je m'y attendais, les mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Je suis ta sœur. Et Victoire a ri, un son froid et cassant. Tu pensais vraiment être invité ? Ce mariage est fait pour les gens qui comptent, Amandine. Des gens importants, pas quelqu'un qui prend des photos pour gagner sa vie. J'ai fermé les yeux.
J'ai traversé tout le pays pour venir. C'est ton problème, pas le mien. Je ne t'ai pas demandé de venir. Je voulais juste te donner un cadeau pour te souhaiter du bonheur. Un cadeau? Elle a ricané. Que pourrais-tu bien m'offrir que je n'ai pas déjà? Laisse-moi deviner. Un album photo fait maison? Un bon pour une séance de portrait gratuite? Je n'ai rien dit. Laisse-moi être claire, a poursuivi Victoire. Personne ne veut de toi ici. Ni maman, ni papa, et certainement pas moi. Tu as toujours été une honte pour cette famille. Rentre chez toi, Amandine. Retourne à ta petite vie à Marseille et arrête de prétendre que tu appartiens à la mienne. Je suis restée debout dans le hall de l'hôtel, entourée d'inconnus, et j'ai laissé ces mots me traverser. J'aurais pu répliquer. J'aurais pu crier, pleurer, supplier. Mais je ne l'ai pas fait. Je comprends, ai-je dit. Ma voix était calme, posée. Je laisserai ton cadeau à la table de réception. C'est ça, peu importe. Ne fais pas de scène. Elle a raccroché. J'ai regardé mon téléphone un instant, puis j'ai souri. Parce que je savais exactement ce qu'il y avait dans cette boîte, et je savais exactement quand elle l'ouvrirait. La table des cadeaux était un chef-d'œuvre de démesure. Des centaines de boîtes emballées de toutes tailles, bleu Tiffany, orange Hermès, blanc brillant avec des nœuds dorés. Des carafes en cristal, des cadres en argent, des enveloppes contenant sans aucun doute des chèques avec beaucoup de zéros. Je m'en suis approché lentement, ma boîte argentée à la main. La réceptionniste qui m'avait éconduite m'observait depuis son poste. Son expression était indécise. Compatissante peut-être, ou simplement intriguée par cette femme qui avait été rejetée mais qui n'était pas partie. J'ai trouvé un espace vide près du bord de la table et j'y ai déposé mon cadeau. Il paraissait petit au milieu de cette grandeur, humble, facile à ignorer. Très facile. J'ai sorti une carte de mon sac et je l'ai glissée sous le ruban. Pour Victoire, de la part de ta sœur Amandine. Mademoiselle? Je me suis retournée. La réceptionniste s'était approchée, sa voix était douce. Êtes-vous sûre de ne pas vouloir rester? Je pourrais essayer de parler à l'organisatrice du mariage, peut-être. Non, merci. Je lui ai adressé un petit sourire. Certains cadeaux parlent plus fort quand celui qui les offre est absent. Elle a cligné des yeux, visiblement perplexe. J'ai jeté un dernier regard aux portes de la salle de bal. Quelque part à l'intérieur, ma famille faisait la fête. Ma mère était probablement en train de complimenter la robe de Victoire. Mon père serrait sans doute la main de gens influents. Et Victoire devait rayonner, savourant l'attention qu'elle avait toujours convoitée. Aucun d'entre eux ne pensait à moi. C'était très bien ainsi. Ils allaient penser à moi bien assez tôt. Je me suis détournée et j'ai traversé le hall, passant devant les lustres et le quatuor à cordes. Je n'ai pas regardé en arrière. Dehors, l'air automnal de Paris était vif et pur. J'ai pris une grande inspiration, sorti mon téléphone et réservé le prochain vol pour Marseille. Alors que mon taxi s'éloignait de l'hôtel Ritz, j'ai souri. La réception allait commencer d'une minute à l'autre, et bientôt Victoire s'emparerait de mon cadeau. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, je dois vous ramener 2 mois en arrière. Au moment où le destin, ou peut-être l'esprit de grand-mère Éléonore, a décidé de jouer une dernière carte. C'était un mercredi après-midi. J'étais à mon bureau en train d'examiner des factures quand mon assistante a frappé à la porte. « Amandine, tu as un appel. » Une certaine Caroline Ashford. Mon cœur a manqué un battement. Caroline Ashford était une légende dans l'industrie du mariage, propriétaire d'Ashford Events, l'agence la plus exclusive de la côte est des États-Unis et de plus en plus présente en Europe. Elle avait coordonné les cérémonies de sénateurs, de célébrités, de dynasties de la vieille fortune. Elle avait aussi été la plus proche amie de grand-mère Éléonore. J'ai décroché. Madame Ashford, cela fait longtemps. Trop longtemps, ma chère. Sa voix était chaleureuse, familière. Éléonore me parlait constamment de toi, tu sais. Elle était si fière de ce que tu as construit.
Ma gorge s'est serrée. Merci. Je t'appelle parce que j'ai une mariée à Paris qui a besoin d'un photographe. Très pointilleuse, très exigeante. Elle veut ce qu'il y a de mieux. Et je lui ai dit que le studio Horizon est le meilleur. J'apprécie la recommandation. Il y a une chose que tu dois savoir. Caroline a marqué une pause. La mariée est ta sœur. Je suis restée pétrifiée. Victoire a signé le contrat la semaine dernière, a continué Caroline. Elle n'a aucune idée que tu possèdes l'entreprise. Elle a juste vu notre portfolio et est tombée amoureuse du travail. Vous saviez. Et vous nous avez quand même recommandé. Ta grand-mère l'aurait voulu, Amandine. Elle disait toujours que la vérité finit par trouver son chemin. La voix de Caroline s'est adoucie. Le contrat est déjà signé. Un acompte de 15 000 € non remboursable. Que tu viennes personnellement ou non est ton choix. J'ai fixé l'horizon marseillais par ma fenêtre. Ma sœur m'avait engagée. Elle avait signé un contrat avec l'entreprise dont elle ignorait que j'étais la propriétaire. Et elle n'en savait rien. Il y avait autre chose que Victoire ignorait. Un mois avant le mariage, elle avait organisé un brunch de mariés. Je l'ai appris par Caroline, qui l'avait appris par les cercles mondains parisiens. 30 femmes, un salon privé au Four Seasons, du champagne et des toasts raffinés, et Victoire trônant comme une reine. Le sujet de conversation, la collection de bijoux de la famille de Vigny. Les perles de grand-mère seront non quelque chose de vieux, avait annoncé Victoire à l'Assemblée. La collection vaut plus de 2 millions d'euros. Elle est dans notre famille depuis des générations. Quel bonheur que ce soit toi qui en hérites, avait dit quelqu'un. Eh bien, évidemment. Victoire avait souri. J'ai toujours été la préférée de grand-mère. Elle savait que je saurais apprécier ces pièces à leur juste valeur, contrairement à ma sœur, qui ne ferait pas la différence entre un quartier et un bijou de pacotille. Ma mère avait acquiescé en sirotant son mimosa. Ta grand-mère aurait voulu que tu les aies, ma chérie. Tu as toujours été celle dont elle était la plus fière. Ce qu'aucune d'elles ne savait, c'est que la collection était déjà mienne. Elle m'appartenait depuis 6 mois. Victoire avait contacté Maître Lefebvre à plusieurs reprises pour tenter de réclamer les bijoux avant le mariage. Il avait poliment décliné, invoquant des questions successorales en cours. Elle avait supposé qu'il ne s'agissait que de retards administratifs. Elle avait même commandé une vitrine sur mesure pour son dressing, prête à recevoir son héritage. Elle en avait parlé à la famille de Marc-Antoine, de la vieille noblesse impressionnée par les vieux bijoux. Elle en avait parlé à ses amis. Elle avait probablement déjà prévu dans quel magazine elle les montrerait. Et tout cela était bâti sur un mensonge qu'elle ne savait pas qu'elle racontait. Elle se croyait légitime pour ses pièces. Elle croyait que grand-mère Éléonore l'avait aimée davantage. Elle allait découvrir à quel point elle se trompait. Et 400 membres de l'élite parisienne allaient être témoins de cette chute. Maintenant, retour au présent. Mon taxi m'a déposé à l'aéroport d'Orly juste au moment où le soleil se couchait sur la Seine. La réception allait commencer. Le dîner, les discours, la pièce montée, et à un moment donné, selon la tradition de notre famille, la mariée ouvrirait quelques cadeaux. J'ai trouvé une place dans le salon VIP et j'ai commandé un café. À travers les baies vitrées, je regardais les avions décoller dans le ciel orangé. Mon téléphone était posé devant moi, silencieux. Pas d'appel, pas de message. Pas encore. J'ai pensé à grand-mère Éléonore, à la façon dont elle me regardait quand personne d'autre ne le faisait, à l'appareil photo qu'elle m'avait offert quand j'avais 10 ans, celui qui avait tout déclenché. Les plus grands trésors ne sont pas toujours ceux pour lesquels les gens se battent, avait-elle dit. Parfois, ce sont ceux que l'on transmet en silence. Je comprenais maintenant. Elle savait exactement quel genre de femme Victoire deviendrait. Elle savait que mes parents choisiraient toujours ma sœur. Et elle s'était assurée que, le moment venu, j'aurais la vérité de mon côté. Pas par vengeance, juste la vérité. J'ai bu une gorgée de mon café et regardé ma montre. 19h45. Le cocktail devait être terminé. Les invités devaient être assis.
Le maître de cérémonie devait chauffer la salle, se préparant à inviter Victoire et Marc-Antoine à ouvrir quelques cadeaux spéciaux avant le dessert. Ma boîte argentée attendait. À l'intérieur, une copie du testament de grand-mère Éléonore, sa lettre pour moi, une photo de nous deux devant son bijoutier préféré, et une simple feuille de papier pliée, une copie du contrat du studio Horizon avec mon nom clairement imprimé en bas. J'ai souri intérieurement. D'une minute à l'autre, Victoire allait s'emparer de cette boîte, et plus rien ne serait jamais comme avant. Laissez-moi vous dire ce qui se passait au Ritz pendant que j'étais dans ce salon d'aéroport. La salle de bal était magnifique. 100 tables drapées de lin ivoire, des centres de table de rose blanche et d'hydrangeas s'élevant vers les lustres en cristal. Un orchestre à cordes jouait doucement tandis que des serveurs en gants blancs servaient le troisième plat. 400 invités, l'élite de Paris, le vaste réseau des de Varennes, le cercle d'amis soigneusement sélectionnés de Victoire. Et au centre de tout cela, ma sœur. Elle était rayonnante dans sa robe sur mesure, des diamants étincelant à son cou et à ses poignets. Marc-Antoine était assis à côté d'elle, beau et admiratif, exactement le genre de mari qu'elle avait toujours dit mériter. Mes parents étaient à la table d'honneur, rayonnants. Ma mère s'essuyait régulièrement les yeux, submergée par la fierté. Mon père serrait la main du père de Marc-Antoine, deux patriarches scellant une alliance. Personne n'a mentionné mon nom. Personne n'a remarqué la chaise vide qui aurait dû être là. Pendant le cocktail, Victoire avait circulé dans la salle, acceptant les compliments et les baisers. Quand quelqu'un l'interrogeait sur les bijoux qu'elle portait, elle se penchait d'un air conspirateur. Attendez de voir la collection de ma grand-mère. J'en hérite, vous savez, plus de 2 millions d'euros en pièces de famille. Je porterai les perles au gala de l'Opéra au printemps prochain. Ses invités avaient poussé des oh et des ah admiratifs. Maintenant, alors que le dessert était servi, le maître de cérémonie prit le micro. Mesdames et messieurs, c'est l'heure d'un moment spécial. Nos magnifiques mariés aimeraient ouvrir quelques cadeaux avant de découper la pièce montée. Victoire a applaudi de joie. Marc-Antoine souriait à ses côtés. Une table croulant sous les présents attendait à proximité. Et posée sur le bord, presque cachée parmi les boîtes Tiffany et les paquets Hermès, se trouvait une petite boîte argentée avec un ruban blanc. Victoire ne l'avait pas remarqué. Pas encore. Victoire s'est avancée vers la table des cadeaux comme une reine s'approchant de son trône. Voyons quels trésors nous attendent, a-t-elle annoncé, et la salle a ri poliment. Elle a ouvert la première boîte, un vase en cristal de baccarat. La deuxième, un service de bougeoir en argent massif. Chaque cadeau recevait un sourire gracieux et un murmure d'appréciation. Puis sa main s'est posée sur la boîte argentée. Elle l'a soulevée, a jeté un œil à la carte et a laissé échapper un petit rire. Oh, regardez, dit-elle assez fort pour que les tables voisines entendent. Un cadeau de ma sœur, celle qui n'a même pas pu se donner la peine de venir correctement. Quelques invités ont échangé des regards mal à l'aise. Marc-Antoine a légèrement froncé les sourcils. Victoire, voyons ce qu'elle nous a offert. Probablement un bon pour un cadeau fait main, ou une de ses petites photos. Victoire a défait le ruban, souriant toujours pour la foule. Elle a soulevé le couvercle. À l'intérieur se trouvait une enveloppe, épaisse et à l'aspect officiel. Son sourire a vacillé. Elle a sorti les papiers, les dépliant lentement. Le premier était un document légal couvert de tampons et de signatures. Le deuxième était une lettre manuscrite sur du papier à lettres crème. Le troisième était une photographie, une femme âgée et une jeune fille debout devant une bijouterie. Les yeux de Victoire ont parcouru le document légal. Son visage est devenu blanc, puis rouge, puis blanc à nouveau. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé Marc-Antoine en se penchant. Victoire n'a pas répondu. Ses mains tremblaient. La lettre a glissé de ses doigts et est tombée au sol. À une table voisine, ma mère a remarqué que quelque chose n'allait pas. Elle s'est levée. « Victoire, ma chérie. » Victoire a levé les yeux des papiers, son visage était un masque de choc et d'incrédulité. « Ce n'est pas possible, a-t-elle chuchoté. Ça ne peut pas être vrai. Grand-mère m'aimait. Elle n'aurait jamais.
Elle s'est arrêtée. 400 invités la fixaient en silence. Et posée au fond de cette boîte argentée se trouvait une dernière feuille de papier qu'elle n'avait pas encore dépliée. Ma mère a rejoint la table d'honneur en quelques secondes. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Victoire lui a tendu les papiers d'une main tremblante. Les yeux de ma mère ont parcouru le document, la signature notariée, le sceau légal, les mots qui déclaraient la collection de bijoux de la famille de Vigny comme la propriété exclusive d'Amandine Éléonore Morel. Le visage de ma mère s'est vidé de son sang. Ça doit être une erreur. Ce n'est pas une erreur. La voix de Victoire s'est brisée. C'est daté d'il y a 2 ans, avant même que grand-mère ne tombe malade. Des murmures ont commencé à parcourir la salle de bal. Les invités les plus proches de la table d'honneur en avaient vu assez. L'expression dévastée de la mariée, les papiers tremblants dans ses mains. N'est-ce pas les bijoux dont elle nous parlait tout à l'heure? A murmuré quelqu'un. La collection de 2 millions. Elle a dit que c'était la sienne. Victoire les a entendus, son visage s'est tordu. C'est un faux. Elle a brandi les papiers comme la preuve d'un crime. Ma sœur a forgé ça. Elle a toujours été jalouse de moi. Mon père est apparu aux côtés de ma mère, l'air sombre. Laisse-moi voir ça. Il a lu le document. Puis il a ramassé la lettre sur le sol. L'explication manuscrite de grand-mère Éléonore. Victoire voit ses bijoux comme des trophées. Amandine les voit comme des souvenirs. Je sais qui saura honorer mon héritage. Sa mâchoire s'est crispée. Jean-Pierre. La voix de ma mère était fluette. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Mais mon père n'a pas répondu. Il reconnaissait l'écriture de sa mère. Il connaissait sa signature. Il comprenait, peut-être pour la première fois, ce qu'Éléonore avait vu en chacune de ses petites filles et ce qu'elle avait choisi. Ce n'est pas possible. Victoire a arraché la lettre, les larmes coulant sur ses joues. Pas aujourd'hui. Pas à mon mariage. Marc-Antoine restait figé à ses côtés, regardant sa mariée s'effondrer devant 400 témoins. Il avait l'air perdu. Il ressemblait à un homme qui commençait tout juste à réaliser qu'il ne connaissait pas du tout sa fiancée. Attends. La voix de Marc-Antoine a coupé les sanglots de Victoire. Il fixait la boîte argentée. Il y a autre chose là-dedans. Victoire a baissé les yeux. Au fond de la boîte, à moitié cachée par du papier de soie, se trouvait un autre document plié. Elle l'a sorti avec des doigts tremblants. C'était un contrat de photographie. L'en-tête indiquait « Studio Horizon, contrat de service de mariage ». Les yeux de Victoire sont tombés sur la page des signatures. Client, Victoire Morel. Propriétaire, Amandine Morel. Montant payé, 15 000 € non remboursables. Elle l'a fixé. Non. Sa voix était à peine un murmure. Non, non, non. Victoire. Marc-Antoine lui a pris le papier des mains, ses yeux se sont agrandis en lisant. Tu as engagé son entreprise? Tu m'as dit que ta sœur était en difficulté, qu'elle n'arrivait pas à garder un emploi. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Victoire s'est retournée, les yeux égarés. Où est le photographe? Où est le photographe? Une jeune femme avec un appareil photo s'est avancée nerveusement du coin où l'équipe de photographie travaillait depuis le début de la soirée. Je suis désolée, madame. Je suis la photographe principale. Madame Morel, Amandine Morel est la propriétaire, mais elle n'assiste généralement pas aux séances personnellement. Vous travaillez pour elle? La photographe a hoché la tête avec prudence. Le studio Horizon a photographié plus de 200 mariages. Nous sommes l'une des agences les plus réputées du pays. La salle de bal était maintenant plongée dans un silence de mort. 400 invités. Chacun d'entre eux regardant le monde soigneusement construit de Victoire s'effondrer en temps réel. Quelqu'un à une table voisine a sorti son téléphone. Elle a dit 2 millions? Et la sœur possède une agence de photos. Celle que Victoire traitait de ratée. Marc-Antoine tenait toujours le contrat, son visage était illisible.
Victoire, dit-il doucement. Sur quoi d'autre as-tu menti? Victoire ne pouvait pas répondre. Elle était trop occupée à chercher son téléphone. Elle avait besoin de m'appeler. Elle avait besoin de hurler sur quelqu'un. Elle avait besoin de réparer ça. Mais certaines choses ne peuvent pas être réparées. Les murmures s'étaient transformés en un brouhaha constant. Victoire se tenait à la table d'honneur, le mascara coulant sur ses joues, les documents accablants serrés dans ses mains. Mes parents l'entouraient comme des gardes du corps, bien qu'ils semblaient tout aussi choqués qu'elle. C'est alors que Caroline Ashford s'est avancée. Elle observait depuis un coin de la salle de bal, l'élégante organisatrice de mariage qui avait orchestré chaque détail de cette journée parfaite. Elle s'est dirigée vers la table d'honneur avec l'autorité calme de quelqu'un qui a tout vu. Si je peux me permettre. La salle s'est tue. Caroline a pris le document légal des mains tremblantes de Victoire et l'a examiné brièvement. Ceci est authentique, a-t-elle dit, assez fort pour être entendu par les tables alentours. J'ai été témoin de la signature de cet avenant par Éléonore de Vigny il y a 2 ans. J'étais présente lorsqu'elle a discuté de ses volontés avec son notaire. Ma mère s'est avancée. Caroline, tu ne peux pas. Si, Patricia. La voix de Caroline était douce mais ferme. Éléonore a été ma plus chère amie pendant 40 ans. Elle m'a dit exactement pourquoi elle avait fait ce choix. Alors dis-le-nous. A crié Victoire. Dis-nous pourquoi elle ferait ça. Caroline l'a regardée avec une pointe de pitié. Elle disait que Victoire voit les bijoux comme des trophées. Amandine les voit comme des souvenirs. Elle disait que ta sœur était la seule qui l'ait jamais aimée pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle possédait. Les mots sont restés suspendus dans l'air. À une table au fond, quelqu'un filmait définitivement avec son téléphone maintenant. Elle a aussi dit autre chose. Caroline a joint ses mains. Elle disait, Amandine ne m'a jamais rien demandé. Victoire n'a jamais arrêté de demander. Cela comptait pour elle. La bouche de Victoire s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Pour la première fois de sa vie, ma sœur n'avait plus rien à dire. Et 400 témoins avaient entendu chaque mot. Il y a une autre chose que les gens devraient savoir. La voix venait du fond de la salle. Un homme d'une 60aine d'années s'est levé, les cheveux argentés, distingué, portant un costume qui coûtait plus cher que la plupart des voitures. Philippe Bertrand, PDG du groupe Bertrand Média, l'un des plus vieux amis du père de Marc-Antoine. Je connais Amandine Morel, dit-il. Elle a photographié le mariage de ma fille l'année dernière à Saint-Tropez. 600 invités. Elle a été brillante. Un murmure a parcouru la salle. Attendez. Une femme à une autre table a levé la main. Amandine Morel, du studio Horizon? Ils ont couvert le gala de notre fondation. Ils ont fait la couverture de Vogue. D'autres invités ont commencé à prendre la parole. Ils ont photographié la cérémonie des Beaumont. J'ai entendu dire qu'ils sont complets 2 ans à l'avance. Une amie m'a dit qu'elle refuse des mariages de célébrités parce que son emploi du temps est surchargé. Le visage de Victoire était un masque d'incrédulité. C'est impossible. Amandine est. Elle prend des photos d'inconnus. Elle n'est rien. En fait, dit Philippe Bertrand sans méchanceté, elle a beaucoup de succès. Son entreprise a fait plus de 3 millions de chiffres d'affaires l'année dernière. C'est l'une des photographes de mariage les plus demandées du Sud. Ma mère s'est agrippée au dossier d'une chaise. 3 millions. Elle avait l'air sur le point de s'évanouir. Mon père restait immobile, le visage illisible. Mais je connaissais cette expression. Il calculait, réévaluait, réalisant à quel point il s'était trompé. Elle n'a jamais rien dit, a-t-il murmuré. Pourquoi l'aurait-elle fait? A répliqué Philippe. D'après ce que j'ai compris, votre famille n'était pas particulièrement intéressée par ce qu'elle avait à dire. Victoire s'est tournée vers Marc-Antoine. Ça ne change rien. Elle essaie toujours de gâcher ma journée. Elle essaie toujours de. Victoire. La voix de Marc-Antoine était froide d'une manière que personne n'avait jamais entendue. Tais-toi.
Sa mariée s'est tue. Et dans ce silence, la vérité s'est abattue sur la salle comme la poussière après une explosion. À des centaines de kilomètres de là, mon téléphone a commencé à sonner. J'étais toujours dans le salon de l'aéroport, finissant mon deuxième café, regardant les dernières lumières de Paris s'estomper à l'horizon. L'écran s'est allumé avec le nom de Victoire. J'ai laissé sonner. Elle a appelé encore et encore, 5 fois, 10 fois, 15 fois. Puis le nom de ma mère est apparu, puis celui de mon père. Les messages ont commencé à affluer. Victoire, décroche ce téléphone tout de suite. Victoire, tu as tout gâché. Victoire, comment as-tu pu me faire ça? Maman, Amandine, rappelle-moi immédiatement. Nous devons parler. Papa, c'est inacceptable. Tu vas t'expliquer. Victoire, je ne te pardonnerai jamais. Victoire, toute la salle me regarde. Victoire, qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte? J'ai regardé les notifications s'empiler. L'écran brillait de leur rage, de leur désespoir, de leurs exigences. 47 appels manquaient le temps que je finisse mon café. J'ai mis mon téléphone en silencieux et je l'ai glissé dans mon sac. Une hôtesse a annoncé que mon vol pour Marseille était en cours d'embarquement. J'ai rassemblé mes affaires et me suis dirigé vers la porte, passant devant des familles qui se retrouvaient et des couples qui se disaient au revoir. Personne dans cet aéroport ne savait ce qui venait de se passer dans une salle de bal à l'autre bout de la ville. Personne ne savait qu'une famille se brisait en temps réel, qu'une mariée pleurait devant 400 invités, qu'une vérité cachée pendant des années s'était enfin frayé un chemin vers la lumière. J'ai tendu ma carte d'embarquement et j'ai emprunté la passerelle. Mais juste avant d'éteindre mon téléphone, un dernier message est arrivé. Pas de Victoire, pas de mes parents. De Marc-Antoine. Et ce qu'il a écrit m'a fait marquer une pause. Marc-Antoine, Amandine, c'est Marc-Antoine de Varennes. Je suis désolée de te contacter ainsi. J'ai eu ton numéro par le contrat de Studio Horizon. Je suis restée sur le seuil de l'avion, les passagers défilant devant moi, et j'ai lu ces mots. Marc-Antoine, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé ce soir. Victoire est inconsolable, mais elle ne veut rien expliquer. Elle dit juste que tu l'as trahi. Un autre message est apparu. Marc-Antoine, elle m'avait dit que tu étais instable, que tu avais des problèmes et que tu n'arrivais pas à garder un emploi, que ta famille avait dû te couper les ponts pour ton propre bien. Ma poitrine s'est serrée. Marc-Antoine, je l'ai cru. Je n'ai jamais posé de questions. Je n'ai jamais cherché à te rencontrer ou à entendre ta version. Je réalise maintenant que c'était une erreur. Une hôtesse a touché mon bras. Mademoiselle, nous allons devoir vous demander de vous asseoir. J'ai hoché la tête et j'ai rejoint ma rangée, continuant de lire. Marc-Antoine, la réception s'est terminée prématurément. La moitié des invités sont partis après l'intervention de Caroline. Mes parents posent des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Je ne sais plus quoi croire. J'ai bouclé ma ceinture alors que le dernier message arrivait. Marc-Antoine, je ne te demande pas de te justifier. Tu ne me dois rien. Mais je voulais que tu saches que je suis désolée pour la part que j'ai prise là-dedans, pour l'avoir cru sans poser de questions. J'ai fixé l'écran un long moment. Puis j'ai tapé, merci de m'avoir contacté, Marc-Antoine. Je n'ai aucune rancœur envers toi. Quoi que tu décides pour ta relation, j'espère que tu trouveras la clarté. Sa réponse fut presque instantanée. Marc-Antoine, le mariage est fini, mais je ne sais pas s'il en sera de même pour l'union. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. J'ai éteint mon téléphone alors que l'avion quittait la porte d'embarquement. Le temps. C'était la seule chose qu'aucun de nous ne pouvait récupérer. Le vol de retour vers Marseille fut calme. J'étais assise côté hublot, regardant les lumières de Paris s'amenuiser sous mes pieds, pensant aux messages de Marc-Antoine, aux hurlements de Victoire figés dans ses textos, aux exigences de mes parents pour que je m'explique. Le fait est que je n'avais rien à expliquer. Je n'avais pas forgé ces documents. Je n'avais pas piégé Victoire pour qu'elle engage mon agence. Je n'avais rien fait d'autre que livrer la vérité que grand-mère Éléonore m'avait confiée. La vérité sur les bijoux,
la vérité sur celle que j'étais devenue, la vérité que ma famille avait refusé de voir pendant 28 ans. Quelque part au-dessus du Massif central, j'ai pris une décision. Je ne rappellerai pas Victoire. Je ne répondrai pas aux exigences de mes parents. Je ne m'excuserai pas, je ne me défendrai pas, je ne supplierai pas d'être comprise. Toute ma vie, j'avais accepté leur mépris. Je m'étais faite toute petite. J'avais espéré que si j'étais assez discrète, assez sage, assez performante, ils finiraient par me remarquer. Mais j'avais fini d'espérer. Alors que l'avion approchait des côtes méditerranéennes, j'ai écrit une note sur mon téléphone. Pas un message à envoyer, juste des mots pour moi-même, je ne leur fermerai pas la porte, mais je ne la tiendrai pas ouverte éternellement non plus. C'est à eux de choisir de la franchir. C'était ma nouvelle limite. Si Victoire voulait s'excuser vraiment, je l'écouterais. Si mes parents voulaient me connaître vraiment, je leur donnerais une chance. Mais je ne leur courais plus après. Je ne prouverais plus ma valeur à des gens qui n'avaient jamais pris la peine de regarder. J'ai rangé mon téléphone et fermé les yeux. Quand nous avons atterri à Marseille, le soleil se levait sur la mer. J'avais l'impression que c'était le début de quelque chose, ou peut-être la fin. Quoi qu'il en soit, j'étais prête. Je n'ai découvert la vidéo que le lendemain matin. Mon assistante, Jenna, m'attendait quand je suis entrée dans les bureaux du studio Horizon. Elle avait son téléphone à la main et une expression entre la stupéfaction et l'inquiétude. « Amandine, il faut que tu vois ça. » Elle a tourné l'écran vers moi. Une vidéo TikTok qui affichait déjà 2 millions de vues et continuait de grimper. La légende disait, une mariée hautaine découvre que sa sœur ratée est en fait millionnaire. Quelqu'un au mariage avait filmé. La vidéo montrait Victoire à la table d'honneur, son visage passant de l'arrogance à la confusion puis à la dévastation pendant qu'elle lisait les documents. Elle capturait le discours de Caroline. Elle capturait les murmures des invités, la révélation de Philippe Bertrand sur mon entreprise, l'ordre glacial de Marc-Antoine à Victoire de se taire. Les commentaires étaient infinis, ce sont toujours les plus discrets qu'il faut surveiller, la grand-mère savait exactement qui méritait ses bijoux, c'est la chose la plus satisfaisante que j'ai jamais vue, toute la vie de Victoire vient d'être vérifiée devant 400 personnes. J'ai fait défiler des milliers de réactions, des inconnus qui ne m'avaient jamais rencontré, encourageant une femme qu'ils ne connaissaient qu'à travers un clip de 30 secondes. Ton nom est en tendance, dit doucement Jenna. Studio Horizon a reçu 300 demandes de renseignements en une nuit. Je me suis assise lentement. Je n'avais pas voulu ça. Je n'avais rien filmé, rien posté, je n'avais pas cherché à faire le buzz. Je voulais juste être vue par ma famille. Mais maintenant, c'est le monde entier qui voyait quelque chose. Mon téléphone a vibré. Un email d'un journaliste du journal Le Monde. Mademoiselle Morel, nous aimerions vous interviewer au sujet de la vidéo virale du mariage. J'ai supprimé l'email. Annule mes réunions aujourd'hui, j'ai dit à Jenna. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Parce que ce n'était pas fini. Ce n'était que le début, et j'avais le sentiment que ma famille allait bientôt se manifester. 3 jours plus tard, ma mère est apparue. J'étais dans mon bureau en train de revoir les épreuves d'une récente séance photo quand ma réceptionniste m'a appelée. Mademoiselle Morel, il y a une dame ici pour vous voir. Elle dit qu'elle est votre mère. J'ai fermé les yeux un instant. Puis je me suis levée et je suis allée dans le hall. Patricia Morel se tenait près de l'entrée, semblant totalement déplacée. Elle portait ses habituelles perles Chanel, un chemisier de soie, ses cheveux parfaitement bruchés, mais ses yeux étaient rougis et incertains. Elle fixait le comptoir de la réception, les prix au mur, les couvertures de magazines encadrés mettant en avant Studio Horizon. « Tout ça est à toi, dit-elle quand elle m'a vue. »« Tout ça ? » ?»« Oui. »« Tu ne nous as jamais dit. »« Vous n'avez jamais demandé. » Elle a tressailli. Je l'ai conduite à mon bureau et j'ai fermé la porte. Elle s'est assise sur la chaise en face de mon bureau, ses mains jointes fermement sur ses genoux. Je suis venue parler de ce qui s'est passé. J'ai supposé que tu avais gâché le mariage de ta sœur. Sa voix s'est brisée. Comment as-tu pu lui faire ça ?
Je n'étais pas au mariage, maman. Je n'étais pas invitée. Tu vois ce que je veux dire? Ce coup d'éclat avec le cadeau. Je me suis penchée en arrière dans mon fauteuil. Je lui ai donné la vérité de grand-mère Éléonore. Les documents sont réels. Le testament est légal. Tout ce qui était dans cette boîte était authentique. Mais pourquoi? Pourquoi l'humilier devant tout le monde? Je ne l'ai pas humiliée. Elle s'est humiliée toute seule. J'ai gardé une voix calme et ferme. Elle a passé des mois à se vanter de bijoux qui ne lui ont jamais appartenu. Elle a menti à son fiancé à mon sujet. Elle a dit à tout le monde que j'étais une ratée. Le visage de ma mère s'est décomposé. Maman. Je me suis penchée en avant. J'ai passé 28 ans à être invisible pour cette famille. Je ne demande pas d'excuses. Je demande juste de l'honnêteté. Elle m'a fixée. Et alors, pour la première fois de ma vie, ma mère m'a réellement regardée. Le regard de ma mère a parcouru lentement mon bureau. Les baies vitrées surplombant Marseille. Les prix exposés sur les étagères, les reconnaissances de l'industrie, les parutions de magazines, une lettre encadrée d'un ministre me remerciant d'avoir documenté le mariage de sa fille. Les photographies au mur, chacune étant le témoignage d'une carrière construite dans le silence. Ses yeux se sont posés sur une photo de moi avec grand-mère Éléonore prise lors de son 81e anniversaire. Nous rions de quelque chose, nos têtes penchées l'une vers l'autre. Et puis Patricia Morel a commencé à pleurer. Pas les larmes délicates qu'elle produisait lors des événements mondains, mais de vrais sanglots, profonds et bruts, secouant tout son corps. Nous t'avons délaissé, dit-elle entre deux respirations. Je t'ai délaissé. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Je lui ai laissé les mots. Victoire demandait toujours tellement. Elle criait haut et fort ce qu'elle voulait, ce dont elle avait besoin. Et toi, tu étais juste silencieuse. Tu ne te plaignais jamais. Tu ne demandais jamais rien. Elle s'est essuyé le visage de ses mains tremblantes. Je pensais que ça voulait dire que tu allais bien. Je pensais que tu n'avais pas besoin de nous. J'ai arrêté d'avoir besoin de vous, ai-je dit doucement. Parce que je savais que vous ne seriez pas là. Elle a tressailli comme si je l'avais frappée. Je pensais. Elle luttait pour retrouver son calme. Je pensais que nous accordions une attention particulière à Victoire parce qu'elle en avait plus besoin. Mais ce n'était pas vrai, n'est-ce pas? Elle en avait besoin parce que nous lui avons appris à en avoir besoin. Et toi, tu as arrêté d'en avoir besoin parce que nous t'avons appris à ne plus espérer. Je n'ai rien dit. Éléonore a essayé de me le dire. La voix de ma mère était à peine un murmure. Elle disait que j'étais en train de te perdre. Je n'ai pas écouté. Je pensais qu'elle exagérait. Elle m'a regardé avec ses yeux rougis. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, Amandine, mais j'avais besoin que tu saches. Je vois, maintenant. Je vois ce que j'ai fait. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai hoché la tête. Ce n'était pas le pardon, mais c'était un début. Avant de partir, ma mère m'a donné des nouvelles de Victoire. Marc-Antoine a reporté le voyage de noces, dit-elle, la voix creuse. Il reste chez ses parents. Il dit qu'il a besoin de temps pour réfléchir à tout. Pour savoir s'il veut toujours être marié. Ma mère a hoché la tête avec tristesse. La vidéo a aggravé les choses. Elle a pressé ses doigts contre ses tempes. Elle est partout. 3 millions de vues maintenant. Les gens de l'entreprise de Victoire l'ont vue. Son patron l'a convoqué. Ils lui ont demandé de prendre un congé sabbatique jusqu'à ce que la situation se calme. J'ai ressenti une étrange lourdeur dans ma poitrine. Pas de la satisfaction, pas de la joie, juste de la lourdeur. Il y a plus, a continué ma mère. Les parents de Marc-Antoine, les de Varennes, ont appelé ton père. Ils ont demandé s'il y avait d'autres choses sur laquelle Victoire avait menti. Ils sont de la vieille école, tu sais, ils tiennent énormément à la réputation de la famille. Et Victoire n'a pas pu leur répondre. Elle a essayé. Elle a dit que tu avais tout manipulé.
Que grand-mère Éléonore n'avait plus toute sa tête quand elle a fait le testament. Ma mère a ri amèrement. Mais Caroline Ashford est amie avec les de Varenne. Elle leur a dit la vérité. Ainsi, Victoire avait perdu plus que les bijoux. Elle avait perdu la confiance de Marc-Antoine, le respect de sa belle famille, sa réputation professionnelle, l'image parfaite qu'elle avait passé sa vie à construire. Elle te blâme, a dit ma mère. Elle dit que tu as détruit sa vie exprès. Je n'ai rien détruit. J'ai juste arrêté de faire semblant. Ma mère s'est levée pour partir, ramassant son sac d'une main tremblante. À la porte, elle s'est retournée. Éléonore disait toujours que tu étais la plus forte de nous tous. Sa voix s'est brisée. Je pense que je comprends enfin ce qu'elle voulait dire. Elle est sortie. Je suis restée seule dans mon bureau pendant un long moment après cela, regardant le soleil s'enfoncer dans la Méditerranée. Je ne me sentais pas forcément forte, mais je n'étais pas brisée non plus. Ce soir-là, je suis restée tard au bureau. Le bâtiment était silencieux. Tout le monde était rentré chez soi. J'étais assise dans mon fauteuil, regardant l'horizon marseillais passer du doré au rose, puis au bleu profond. Sur mon bureau se trouvait la photographie de grand-mère Éléonore et moi. Je l'ai prise et j'ai étudié son visage. Ce sourire entendu, ces yeux bienveillants qui m'avaient toujours vu quand personne d'autre ne le faisait. « Est-ce que tu avais prévu tout ça ?» ai-je demandé à la pièce vide. Bien sûr, elle n'a pas répondu, mais je pouvais imaginer ce qu'elle dirait. « J'ai juste planté des graines, ma chérie. C'est toi qui as grandi. » J'ai pensé à ma famille, à Victoire se noyant dans les conséquences de ses propres actes. À ma mère ouvrant enfin les yeux après 28 ans, à mon père recalculant probablement tout ce qu'il pensait savoir sur ses filles. Je ne voulais pas les punir éternellement, mais je ne pouvais pas non plus redevenir invisible. J'ai pris une décision, assise là dans la lumière déclinante. La porte de la réconciliation ne serait pas verrouillée. Si Victoire s'excusait sincèrement, sans me blâmer, sans chercher d'excuses, mais en prenant réellement ses responsabilités, je l'écouterais. Si mes parents voulaient connaître la vraie Amandine, je leur donnerais cette chance. Mais je ne leur courais pas après. Je ne ferais pas de performance pour obtenir leur approbation. Je ne me ferais pas toute petite pour tenir dans l'espace qu'ils m'avaient assigné. Ils devraient venir à moi d'égal à égal, ou pas du tout. Je l'ai écrit dans mon journal. Je ne leur fermerai pas la porte, mais je ne la tiendrai pas ouverte éternellement non plus. C'est à eux de choisir de la franchir. C'était ma limite. Claire, ferme, incassable. Pour la première fois de ma vie, je savais exactement ce que je méritais, et je n'étais pas prête à accepter moins. Une semaine après la visite de ma mère, je suis allée à la banque. La collection de Vigny m'attendait dans un coffre privé. 12 pièces de joaillerie exquise qui appartenaient à la famille de ma grand-mère depuis des générations. Des colliers de perles des années 1920. Des boucles d'oreilles en diamant art déco. Une broche en saphir qui avait appartenu autrefois à une duchesse. J'ai tenu chaque pièce avec précaution, pensant aux mains qui les avaient portées, aux histoires qu'elles transportaient, à l'amour qu'elles représentaient. Victoire avait voulu ces bijoux comme des trophées, des symboles de statut pour être photographiés, exposés et pour s'en vanter, mais grand-mère Éléonore les voyait différemment. La beauté n'est pas une question de possession, avait-elle écrit dans sa lettre. C'est une question de préservation. Je comprenais maintenant. J'ai pris des dispositions pour que les pièces les plus significatives historiquement soient prêtées au musée du Louvre, où elles seraient exposées dans l'aile des arts décoratifs avec une plaque honorant l'héritage d'Éléonore de Vigny. Le reste, je le garderai en sécurité. Un jour, si j'avais des enfants, ils en hériteraient, ainsi que des histoires d'où ils venaient et de ce qu'ils signifiaient. Alors que je quittais la salle des coffres, le directeur de la banque m'a tendu une enveloppe scellée. Ceci était également dans le coffre, mademoiselle Morel. Nous ne l'avions pas remarqué auparavant. À l'intérieur se trouvait une courte note manuscrite, « Ma chérie Amandine, une dernière chose que je ne t'ai pas dite. » J'ai laissé quelque chose à Victoire aussi. Un petit bracelet de perles qui appartenait à ma mère. Simple, sans grande valeur marchande, mais plein de sens si elle parvient un jour à en comprendre la valeur.
J'espère qu'elle le fera un jour. Je t'aime pour toujours. Grand-mère Éléonore. Je suis restée dans le hall de la banque et j'ai laissé couler mes larmes. Même dans la mort, ma grand-mère avait espéré que Victoire puisse changer. Peut-être le ferait-elle, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, j'honorerai la mémoire de grand-mère Éléonore de la seule façon que je connaissais, en étant la personne qu'elle avait toujours cru que je pouvais être. 6 mois ont passé depuis le mariage de Victoire. Je suis toujours à Marseille, je dirige toujours le studio Horizon, je continue de construire la vie que j'ai créée à partir de rien. La vidéo virale a fini par s'estomper, comme c'est toujours le cas. Mon nom n'est plus en tendance. Les journalistes ont arrêté d'appeler, mais certaines choses sont différentes maintenant. Ma mère m'appelle 1 fois par semaine. Des conversations maladroites et hésitantes au début, aucune de nous ne sachant quoi dire, mais lentement, nous apprenons. Elle me pose des questions sur mon travail. Je lui raconte, elle écoute. C'est un début. Mon père m'a envoyé une lettre, 3 pages manuscrites, s'excusant pour des années d'aveuglement. Je n'ai pas encore répondu. Je ne sais pas trop quoi dire, mais j'y réfléchis. Victoire et Marc-Antoine sont en thérapie de couple. Elle m'a appelé le mois dernier, pour la première fois depuis le mariage. Elle ne s'est pas vraiment excusée, mais elle n'a pas attaqué non plus. Elle a juste dit, j'essaie de comprendre. C'est peut-être tout ce qu'elle peut offrir pour l'instant. Peut-être qu'un jour ce sera plus. J'ai appris quelque chose à travers tout cela. La meilleure réponse au mépris n'est pas la vengeance. Ce n'est pas de leur prouver qu'ils ont tort ou de leur frotter votre succès au visage. C'est de construire quelque chose de vrai. C'est de protéger ce qui compte. C'est de connaître votre valeur si profondément que l'opinion de personne, pas même celle de votre famille, ne peut vous ébranler. Je ne suis pas allée à ce mariage pour détruire ma sœur. Je suis allée pour être enfin vue. Et ce cadeau que j'ai laissé sur la table n'avait pas pour but de la battre. Il avait pour but de me relever.